Bienvenue à toi dans le podcast journal d'une CEO spirituelle. On est toujours dans le hors-série de l'été de la rentrée sur le leadership cosmique et orgasmique pour que tu puisses piloter ta vie et tes projets avec jouissance, vie orgasmique, connexion au grand tout, connexion au divin. Mais là, on se retrouve pour un épisode un peu particulier qui fait partie d'un hors-série dans le hors-série. Donc, on est sur des poupées russes. Il y a 3 épisodes qui sont dédiés à la création d'un spectacle. Et donc, tu vas avoir 3 épisodes. Un sur la gestion de projet pour créer un spectacle, un autre sur la partie artistique et un autre sur la partie écriture et comédienne. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses dans ma communauté à vouloir créer un spectacle, à vouloir créer des œuvres d'art, pas uniquement créer des business, mais bien plus en fait. Et c'est pour ça que j'avais envie de te transmettre des clés à travers cet épisode. Je vous donne rendez-vous aussi pour un grand événement, c'est la projection en ligne du spectacle Vie Orgasmique qui a lieu le jeudi 29 août. Donc tu vas retrouver le lien en descriptif pour t'inscrire. Et puis bien sûr, si toi aussi tu as envie de lancer des projets fous, en fait, des rêves, des projets d'âme. Moi j'aime appeler ça des projets d'âme qui te portent, qui te régénèrent, pas les projets qui t'épuisent, les projets qui te régénèrent avec ton feu sacré, ta puissance énergétique. Tu peux rejoindre le premier module qui est offert du nouveau programme d'Ether d'Alma qui s'appelle les leaders allumés. Tu vas retrouver aussi les liens en description. Et si tu as envie de vivre les choses en présentiel, dans la chair, dans le corps, et qu'on se voit, il y a la retraite en Thaïlande, Cosmic Orgasmic Leaders du 20 au 28 septembre. Tu es le ou la bienvenue. En attendant, bienvenue pour écouter ce nouvel épisode. Profite. Bonjour et bienvenue, on se retrouve juste le lendemain, 2 jours après la projection en ligne du spectacle Vie Orgasmique. C'est un spectacle qui a été joué le 25 mai 2024 à Paris au Palais des Glaces. Et là on est réunis avec toute l'équipe du spectacle, donc notamment l'équipe artistique avec les comédiennes. Donc nous avons Aurélia Dabon qui est là, Capucine Kossadinov, Frédéric Thiebaud, Camille Picazo qui va nous rejoindre et puis nous avons Emelle qui est là avec nous, qui est la metteuse en scène. On est réunis parce qu'on va vous raconter un peu comment ça s'est passé, le jeu d'écriture, le jeu de comédienne. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la communauté qui ont envie de monter sur scène, de jouer un spectacle, de faire un one-woman show, de créer de manière artistique. Et en fait, on va vous raconter le processus créatif, ce qui s'est passé, et notamment un processus créatif quand on est, je vais le vulgariser comme ça, quand on est un peu spirituel et que du coup on est à l'écoute du monde invisible et de ce qui peut se passer et comment on peut co-créer avec l'invisible. On va beaucoup vous parler de ça. Juste avant qu'on commence et qu'on commence à aborder ce processus créatif, je vais présenter très brièvement Capucine, Frédéric, Aurélia, Emelle et Camille, très très brièvement. Et puis après, vous les découvrirez à travers les échanges. Et puis dans le lien en description, vous pourrez découvrir aussi toute leur activité. Donc le spectacle Vie Orgasmique, c'est un spectacle qui est là pour créer le premier parti politique français, le parti politique du plaisir, pour proposer un nouveau paradigme de société. Et donc du coup, dans le spectacle Vie Orgasmique, chacune va représenter un ministère. Et donc nous avons Aurélia qui représente le ministère des Relations amoureuses et conscientes. Nous avons Frédéric qui représente le ministère de la conscience au travail, de la contribution. Nous avons Capucine qui représente le ministère de la souveraineté, les femmes qui évoluent ensemble vers la souveraineté, mais donc forcément aussi les hommes, parce qu'on en a besoin. Et justement, nous avons Camille qui va nous rejoindre après. Et Camille, elle, c'est sur le nouveau féminisme, donc elle propose vraiment une réconciliation homme-femme. Et c'est aussi Camille, dans son archétype, une jeune maman qui a traversé ce que c'est d'être femme aujourd'hui à notre époque et comment on peut à la fois s'émanciper mais rester en lien avec les autres. Donc chacune a un peu son ministère comme ça qu'elle a présenté et mon ministère qui est présidente du parti de Vie Orgasmique. Et tout ce qu'on a fait, en fait, on l'a fait depuis nos espaces à nous, c'est-à-dire tout ce qu'on dit dans le spectacle Vie Orgasmique, c'est nous, ce sont nos messages. Il n'y a rien qui vient d'ailleurs, d'un personnage qu'on se serait créé, enfin un peu avec l'Égypte, mais il n'y a rien qui vient d'ailleurs, c'est vraiment nos histoires personnelles, c'est nous, c'est ça qui a été assez innovant. Et la personne qui nous a aidés à le mettre en scène, on a déjà parlé de la partie beaucoup mise en scène, mais vraiment la partie écriture qui nous a aidés, c'est Emelle. En fait, elle a pris tous nos textes et elle en a fait un fil conducteur et une histoire tout ensemble.
et on va vous raconter ce qui s'est passé dans notre processus d'écriture, mais aussi notre processus de comédienne. Donc, merci à vous d'être présents, de nous écouter. Euh, Par rapport à tout ce que j'ai dit, par rapport à tout ce que j'ai déposé, qui est-ce qui a envie de commencer à déposer un mot pour lancer et partager aux personnes qui nous écoutent vraiment qu'est-ce qui s'est passé dans le processus créatif du spectacle? Capucine, je sens que t'es partie. Ouais, merci Amandine de... En fait, la première chose qui me vient là, c'est que j'ai envie de te remercier parce qu'on vit vraiment on a vécu et on continue à vivre des moments très forts en intensité avec ce spectacle. Euh, Moi, ce que j'avais envie de partager par rapport à tout ce processus créatif, c'est vraiment Emel aussi qui nous a montrer ça. Je pense qu'on le sait chacune que nos messages sont politiques, que notre vision est politique, que notre vie presque est politique ou politique au sens qu'elle est pas juste pour nous, elle est au service de comment on vit ensemble et notre vision à chacune est très forte pour nourrir ce vivre ensemble. Et, euh, et est-ce qu'on se lance maintenant, Fred, sur le sur le... Parce que du coup, ça fait une entrée en matière. On a choisi avec Frédéric de vous parler d'un aspect un peu vulnérable finalement du processus d'écriture, puisque au moment où Emel nous a proposé d'écrire nos textes pour chaque ministère, euh, moi, ce que j'ai écrit en lien avec donc mon ministère de la souveraineté, qui défend finalement l'idée qu'on est vraiment responsable de ce qu'on crée dans notre vie, etc., est venu faire écho en fait et réveiller, je peux dire comme ça, une blessure ou voilà, puisque je parlais de ça notamment en lien avec la maladie, puisque moi j'ai une endométriose et donc voilà, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de ce que j'évoque sur scène et je parlais de ça en lien aussi avec mon prisme de vie et et en fait le fait que Fred, tu reçoives ce message comme étant bah non, tu peux pas dire ça. Moi, ça m'a à la fois empuissancé dans ce que j'avais à dire de mon. Et puis moi, à ce moment-là, en plus, au niveau familial, je vivais une forme de censure ou en tout cas d'impossibilité à dire pleinement qui j'étais et ou en tout cas, Mais voilà. Ouais, je te laisse. Capucine, je peux te demander pour les personnes qui écoutent ce que tu Ouais. avais. Est-ce que tu as l'exemple à donner? Un Hmm. exemple que ce soit précis ou non, mais enfin pour que les personnes puissent comprendre qu'est-ce que tu as voulu dire dans le texte et en quelque sorte, tu vois? Eh ben, si on, ouais, concrètement, moi, ce que je dis dans le texte, c'est que on a toujours le choix, même avec la maladie, en fait, de comment on reçoit la maladie, de voilà. Et ça, je sais que c'est très subtil de capter cette liberté. Enfin, moi, pour moi, c'est là qu'on reprend de la liberté, qu'on reprend du pouvoir, et c'est vraiment ça que j'ai envie de réveiller. C'est vraiment ce pouvoir personnel et cette liberté. Euh, donc ça, c'était le sujet, c'était de dire, en fait, on est toujours libre, quoi qu'il nous arrive, on est toujours libre de nos réactions et de... voilà, sauf que, ben, dans... Enfin, Fred, du coup, je fais le lien directement pour que les personnes comprennent, mais Fred, elle a perdu sa sœur d'un cancer. Et du coup, évidemment, c'est venu réveiller des choses. Et je crois que ça a permis à Frédéric, mais tu t'exprimeras après là-dessus, Fred, de donner une vraie place à sa sœur et au pourquoi de son ministère dans le spectacle. Et moi, à beaucoup plus, peut-être choisir les mots aussi dans ce que j'avais à dire, à la fois assumer combien je crois dans ce que je dis, mais aussi à voir comment je peux le dire avec plus de douceur. Alors, je sais pas si je suis très douce dans le spectacle. Je crois que j'ai plutôt une énergie punchy, mais voilà. Est-ce que tu veux, je sais pas, compléter Fred ou Amandine me...
En tout cas, je crois que ça a vraiment puissancé ce qu'on avait à dire et ça fait partie du processus d'écriture. Et quand on a vécu ce moment où finalement il y en a une qui me disait tu peux pas dire ça et l'autre qui disait tu peux pas m'empêcher de dire ça. Gros, je schématise, mais c'était ça. On s'est dit ok, là il y a un truc qui vient clairement nous frotter. Il y a qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on se parle et c'est ce qu'on a fait. On a pris, enfin, on a ouvert un espace pour dire chacune ce qui venait nous toucher. Et en même temps, on s'est dit, OK, à partir de là, comment on peut empuissancer nos messages pour qu'on vienne vraiment parler dans le spectacle Vie orgasmique de ce qui nous touche et donc de ce qui va toucher les gens. On t'entend pas. Frédéric, juste avant de prendre la parole, je fais donc du coup la transition par rapport à ce que tu vas déposer. On est, pour que tout le monde puisse comprendre, on est en cours d'écriture de notre spectacle. On part avec des messages chacune qui viennent de nos cœurs. Et en fait, on se rend compte, pardon, que on est en train de créer une œuvre collective et qu'en fait, on n'est plus dans un processus qui est individuel, mais qui est collectif. Et donc, c'est devenu une question de, OK, comment on peut prendre soin de l'autre, prendre soin du public, qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire. Donc, on est arrivé sur des sujets qui sont très communs dans le milieu artistique, comme la question est-ce qu'on peut rire de tout, etc. Et donc on était en équipe tout ensemble, et du coup il y a eu un point de friction, et on vous partage tout ça pour vous montrer comment ça peut se transformer. Frédéric, qu'est-ce que tu peux nous partager sur cette histoire? Bah, c'est vrai que ce qui s'est passé pour moi, c'est que quand j'ai entendu la partie de Capucine, notamment où elle parlait de responsabilité, de maladie, j'étais hyper mal à l'aise parce que, donc en effet, j'ai perdu ma sœur d'un cancer, mais surtout, il n'y a pas que ça. Je savais que dans la salle, j'aurais des très, très proches et la vie leur a pas fait de cadeau, entre guillemets. Il y a eu ça, mais il y a toute une histoire, un schéma qui se répète, voilà, de maladies comme ça. Et pour ces personnes-là qui ont eu vraiment des grosses difficultés tout au long de leur vie, je me disais, mais ce message, ça va être insupportable. Et comme c'est des personnes que j'aime, c'était dur pour moi de me dire, je veux qu'ils aiment ce spectacle, je veux qu'ils soient bien. Et avec Capucine, on a on a communiqué, on était toutes les deux très trigger, très activées, du coup, des émotions très fortes. Euh, pour moi, ce qui a été très bon, en fait, dans cette histoire, c'est que déjà, j'ai porté ma voix, j'ai osé dire stop, moi, ça ne me va pas. Donc ça, c'était déjà une très bonne chose. Et ensuite, j'ai senti ma sœur défunte, du coup, qui est venue m'accompagner, en gros, pour me dire c'est OK, ça va être un message, je serai là. Et en fait, on va guérir des choses ensemble pour tout ce qui se passe dans la famille. Et avec Capucine, ce qui a été très beau, et je suis hyper fière de nous, c'est qu'on était. Enfin, moi, je me disais, je veux plus faire le spectacle. Alors, moi, c'était un mois, 3 semaines, je me disais, c'est mort. Et puis, bon, une fois les émotions canalisées, régulées, je me souviens, Capucine, je t'ai dit, bon, allez, viens, on se parle toutes les deux. Et je crois que j'ai commencé en disant, je sais que nos âmes ont choisi de vivre ça. On a nos personnages, là, nos égos qui sont dans le vif, euh, mais, euh, mais on a choisi de vivre ça ensemble. Donc il y a un truc à comprendre, à guérir là. Et pour donner un peu quand même la fin de, pas la fin de l'histoire, mais ce qui s'est passé, c'est que déjà le spectacle, il y a eu quelque chose de très très fort parce qu'on a toutes senti, Frédéric, la présence de ta sœur pendant le spectacle, pendant ta partie. Et il y a quand même eu, donc il y a sentir les choses et avoir des vraies preuves terrestres, qui est quelque chose de différent, mais avoir une vraie preuve terrestre. Est-ce que Frédéric, tu peux nous raconter ce qui s'est passé quand tu es rentré du spectacle une semaine après et que tu as ouvert la liste des personnes qui étaient présentes au spectacle? Oui, donc je prends cette liste d'emails de personnes qui étaient venues au spectacle, qui avaient laissé leur email pour la communication suite à l'événement, et je vois un email avec le prénom Sigolène, et ça me frappe parce que ma sœur s'appelait Sigolène, et c'est un prénom qui n'est vraiment pas courant, et je crois qu'Amandine, tu as fait la recherche et tu disais que dans les années 70, il y en avait combien en France? Je crois qu'il y en avait 13, un truc comme ça. Enfin, j'avais regardé. Il y a très peu de Sigolène. C'est vraiment un des prénoms les moins attribués en France.
Donc, j'envoie un message sur le groupe aux filles en disant, c'est fou, le prénom de ma sœur apparaît. Est-ce que vous savez qui c'est par hasard? Et là, Capucine, j'en ai encore des frissons, qui répond, mais Fred, c'est ma mère. Et donc, tout s'entremêle, tout se croise. On a eu ce clash avec Capucine où moi, ma sœur était très, très présente. Là, il se trouve que ta maman, ma sœur portent le même prénom qui est rare. Euh, on a eu l'impression que les pièces du puzzle se mettaient en place. Et c'est beau parce que du coup, Capucine, toi, ce que tu vis dans ta famille, juste pour boucler et faire le lien, toi, donc c'est la censure. Donc en fait, est-ce que tu peux dire faire le lien sur ce sujet? Oui, bah, ce qui a été très beau, c'est que du coup, ça a été un processus de guérison pour l'une et pour l'autre, de finalement, de vivre dans le processus d'écriture du spectacle, ce qui, en tout cas pour l'instant, pour moi, n'est pas possible d'être accueilli et d'être parlé, par exemple, au niveau familial. Parce dans les échanges qu'on a eus avec Fred, c'était très bon de pouvoir voir qu'on n'est pas au même endroit, mais qu'on s'aime infiniment. Et en fait, moi, c'est ce que j'aimerais vivre à certains endroits dans mes relations familiales et qui est voilà et qui a été possible avec Fred. Donc ça m'a montré que c'était possible. Moi, j'ai aussi beaucoup voilà, senti ta sœur dans ma partie. Je crois qu'elle n'a pas été présente que dans la partie de Fred. Et voilà, on a vraiment été. Je crois aussi que le trigger avec moi a permis à Fred de poursuivre le processus de deuil d'une autre manière. Et voilà, ça a été finalement très beau. Et je crois que ça a été possible parce qu'on est des femmes capables de prendre ces postures hautes et de regarder les choses à plusieurs niveaux. Et c'est aussi ce qu'on propose hein, dans notre parti politique. Donc, on l'a vécu dans le processus d'écriture. Je crois que comme tous les processus, ben, on y passe, quoi. Et là, on y est bien passé. Donc voilà, c'était chouette. Et merci encore, Fred, de tout ça. Et merci, Amandine aussi, et les autres. Vous avez chacune été à des places qui nous ont permis de laisser faire, avec beaucoup de confiance. Et voilà. Et je peux ajouter quelque chose par rapport à ce processus parce que je me rappelle qu'il y avait eu ce moment où pour toi, Frédéric, c'était difficile d'entendre ça. Et en fait, il y avait une première version du texte de Capucine que moi, je trouvais très intéressante, même théâtralement. Et la deuxième suite au clash était très, pour moi, rapetissée. Parce que justement, il y avait ce truc de toi, Capucine, du coup, de mettre plus de douceur et d'être plus, du coup, à l'écoute. Et en fait, moi, j'étais arrivée, vous aviez enfin, j'ai dit, en fait, bah, moi, je trouve ça au contraire très intéressant, cet endroit où tu viens être assez, bah, avec ce message. Et j'ai l'impression que en réécrivant ton texte, il y a quelque chose qui se perd. Et donc, il y a eu aussi ça, en fait. Faut pas oublier. Enfin, et ensuite, il y a eu la nécessité ensuite que vous parliez. Et effectivement, je pense que ça a pu. Du coup, chacune a pu maintenir en fait la puissance de son message euh, sans perdre. Ah, Il y avait des alors, verticalités qui pouvaient se parler. Voilà, je voulais juste pour- parler de ça parce que c'est important. ouais, pour, Qu'en fait ça s'est pas passé que à avec vous deux en fait c'est parce que on était Et pour raconter le processus, donc Emel nous a fait faire des pratiques, écrire nos textes, et elle nous a fait faire des pratiques pour incarner notre personnage. Je me souviens notamment d'une première réunion, chacune on incarnait nos personnages sur Zoom devant les écrans. Et en fait, je trouve que ce qui a changé par exemple par rapport au texte de Capucine, ça a été au début, c'est moi qui parle de mes messages, et c'est ça ce que tu as amené, Emel notamment, c'est qu'au début on était en gros, je suis caricature, mais on était des coachs qui faisaient la promotion de nos messages et de nos croyances. Et après, quand tu nous as fait travailler avec les personnages, ben en fait, Capucine, elle a pris toute la quintessence de son message et elle a incarné le clown, l'énergie du clown, qui arrive alors, ça va les frustrer. Enfin, je sais plus le texte exact, mais il y a... Et donc, c'est ça qui a permis aussi. Je pense que c'est ça dans l'art, en fait, qui permet de déployer les messages qu'on a envie de déployer, mais tout en prenant soin
de ce que l'humain à l'intérieur de chacun est en train de vivre et réussir à parler à différents plans multidimensionnels et être entendu, quoi. Donc il y a ce Oui. travail-là qu'on a fait avec toi, Emel. Et du coup, j'en profite pour poser la question à Aurélia. Donc toi, tu es le ministère des Relations amoureuses. Et en fait, en même temps qu'il y a eu l'écriture du spectacle, tu vivais aussi des transformations personnelles. Comment, Aurélia, ça a influencé l'écriture de ton texte? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter alors que tu vivais vraiment des grosses transformations? Oui, effectivement, je me suis rendu compte de ça même que le jour du spectacle, à quel point c'était en lien avec toute mon année, comme si ça avait été un processus pour accoucher de ce texte-là sur ce spectacle-là. Euh, En fait, cette scène, enfin, quand je dis cette scène, c'est le fait de jouer ce spectacle au Palais des Glaces. Ça, c'est comme si je m'y étais préparée quand je me suis inscrite à ton programme, Amandine. En fait, je m'étais inscrite aussi pour qu'on puisse être sur scène tout ensemble. Et voilà, il y avait un projet comme ça. Sauf que j'avais aucune idée que ça allait prendre une telle ampleur artistique. Parce que pour moi, le projet de base, il n'était pas autant artistique. Il était, comme tu dis, on est des coachs et on va être sur scène, on va proposer nos messages. Et petit à petit, ça s'est transformé avec l'arrivée des mails, hein, tout simplement. C'est devenu un spectacle alors qu'au début, ça ne l'était pas. C'était, voilà, chacune faisait un truc. Et le fait d'amener cette dimension artistique, ça m'a donné, moi, une liberté, une autorisation d'encore plus dire les choses, encore plus m'autoriser. Je sais que j'ai formulé l'intention de vraiment jouer avec le désir et de pouvoir éveiller ce désir chez les spectateurs à travers euh, mon texte et puis ce que j'allais pouvoir amener dans le jeu. Et je trouve que c'est alors plus facile, je ne sais pas si c'est plus facile, mais le fait de savoir qu'on est dans qu'il y a l'art en fait qui nous soutient, qui nous porte, pour moi, ça me donne des autorisations en fait. Voilà, ça me donne des autorisations. Donc donc effectivement, j'ai vécu une année rocambolesque sur le plan amoureux et j'ai presque compris pendant le spectacle je ne saurais pas mettre des mots là avec le mental, mais mon corps a compris. Quand je me suis revue jouer avec la vidéo, ça a remis une deuxième couche en me disant, ah ouais, c'est comme si mon corps a compris tout ce que j'avais vécu pendant cette année. Donc ça a été puissant, voilà, vraiment puissant pour moi de faire ça. Et par rapport aux jeux les unes avec les autres, je voulais partager aussi quelque chose qui s'est joué avec Camille. À un moment donné, Camille m'a contactée en me disant, ben voilà, Aurélia, j'ai l'impression que sur certains moments, on a le même message. Comme voilà, c'est inconfortable pour moi, comment on peut faire et tout ça. Et en fait, on a eu l'intelligence, plutôt que de se dire, non, on a des messages séparés ou je sais pas quoi, de trouver quelque chose qui nous reliait et on a inventé cette scène voilà, où on est toutes les deux et on a un jeu ensemble de partage et de connexion. Et ça, c'était beau. Euh, voilà. Et ce que j'aime dans les process artistiques, et je vais terminer sur ça, euh, c'est que tu pars d'une page blanche, vraiment au début. Tu sais pas ce qui va se passer, tu sais pas ce que tu vas créer, tu sais pas. Et c'est vraiment là où la magie opère. C'est quand tu fais confiance. Parce qu'au début, on n'avait pas, voilà, jusqu'à 2 semaines et demie, on disait tout à l'heure, on n'avait pas le texte du spectacle, donc on ne savait pas ce qu'on allait vraiment jouer. On était beaucoup dans le jeu, les unes avec les autres, dans un lien de, voilà, faire grandir la confiance. Et moi, le fait qu'il n'y ait pas de structure de texte, ça m'insécurisait. Et je trouve que c'est un super processus de lâcher prise, en fait, de lâcher le contrôle, de lâcher prise, qui ouvre après des espaces de magie encore plus grands, parce que le résultat était encore plus grand que ce que j'avais imaginé. Voilà. J'arrive. Merci de le déposer, Aurélia, qu'on n'avait pas le texte, on l'a eu quelques temps avant, parce que en fait, le processus créatif s'est déroulé donc très rapidement, parce que Emel est arrivée un mois et une semaine
avant le spectacle et on est toutes à distance. C'est pas comme si on avait fait une résidence d'artistes et qu'on était 24 heures sur 24 ensemble. Non, pas du tout. Il y avait quelques rendez-vous. Et donc, on n'avait pas nos textes. C'est pas comme si on les avait bossés des mois. Donc, il s'est passé forcément des trucs sur scène. Moi, j'ai oublié une partie de mon texte. Je pense qu'une des parties que j'aime le plus, je l'ai oubliée. C'était assez fort. Et puis, bah, il n'y a pas que moi. Il y a eu des petits couacs qui ont été d'une beauté infinie et qui n'ont pas du tout taché l'œuvre, bien au contraire. Et notamment, on a un trou mémorable de Capucine. Il y a Nicolas qui était là, qui était le photographe, qui est venu, qui a dit que c'était, qui est comédien, qui a dit que c'était le plus beau trou qu'il n'avait jamais vu de sa carrière de comédien. Moi, j'ai revécu le trou hier, on l'a tout revécu pendant la projection en ligne. En fait, il y a ce moment où Capucine, elle fait un trou, mais en fait, quand on regarde en tant que spectateur, on ne sait même pas. On pense qu'elle est là et que ça fait partie du jeu de scène. Puis à un moment, elle dit, j'ai un trou. Et en fait, nous, on cherche le texte à côté, mais en fait, ça revient. Et au moment où ça revient et son texte repart, c'est comme si on avait reçu une dose énergétique. Voilà, on a reçu la dose, on est là, il y a un trou, et quand ça repart, c'est une vague, mais un truc de dingue en pleine figure. C'est pour ça que je pense que Nicolas a dit cette phrase. Capucine, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé pendant ton fameux trou mythique? Ouais, j'avais envie de reparler de ça parce que pour moi, c'est une clé de vie orgasmique, ce qui s'est passé pour moi à ce moment-là. Emel, elle nous a beaucoup parlé de se laisser recevoir pendant, et je crois que je l'ai processé dans l'avant, mais je l'ai compris et vécu pleinement dans toutes mes cellules à ce moment-là, au moment justement où je perds mon texte et où, au lieu de chercher, de me fermer, de me juger, de faire ce mouvement de crispation. Et c'est vraiment le travail corporel qu'on a fait en préparation qui m'a permis de kiffer. J'ai surkiffé ce moment, alors que potentiellement, ça peut être vraiment un moment d'angoisse absolue de ne pas savoir son texte. Et là, j'ai senti qu'à l'intérieur, mais il y a tout qui s'ouvrait. J'accueille pleinement que je suis dans ce lâcher, dans cette acceptation que, bah oui, je sais plus mon texte. Et c'est cette ouverture-là qui me permet de recevoir les applaudissements du public, puisque quand je dis cette phrase, j'ai un trou, le public applaudit et c'est comme si ça vient re-remplir mon texte, mon corps, et me redonner mon texte avec une puissance que j'aurais absolument pas pu avoir seule. Donc il y a eu les applaudissements du public et avec ce qui me vient, en même temps que les applaudissements du public, bah, c'est toute cette dimension invisible, tout ce qui nous a, vous toutes, enfin, il y a un truc qui me remplit et ça, à rien que d'en parler, là, je frissonne. Ce moment, pour moi, c'est un point d'ancrage, en fait, pour ma vie orgasmique tout le temps, parce que il y a tellement de moments dans la vie où on est perdu, où on peut se sentir comme dans ce moment-là. Et du coup, j'ai vibratoirement senti une clé de comment je peux ouvrir pour recevoir. Et c'est ça en fait, on parle tout le temps de lâcher prise, de s'ouvrir, de se laisser, mais de là à le comprendre, enfin de le capter vibratoirement. Et pour moi, c'est la grande puissance de ce spectacle. Tu vois, c'est comme quand tu parles du consentement, Amandine. En fait, on peut parler des heures du consentement. Par contre, quand toi, tu balances ton nom, mais moi, rien que là de redire ce nom, quand tu balances ton nom et que je le reçois vibratoirement, je capte vibratoirement le consentement. Ou quand je vois Aurélia et Camille flirter ensemble sur cette musique, on peut parler des heures, mais il y a une vibration là qui me donne de l'information corporelle et vibratoire. Et c'est ça pour moi la grande puissance de notre jeu de scène. Et c'est vraiment Emel qui nous a propulsé à ce niveau-là. Nos prestations à bien des niveaux, en tout cas pour la mienne, est parfaitement imparfaite. Je bafouille, il y a plein de moments qui pourraient être mieux. Mais au niveau, enfin, on touche à un endroit qui est pur et où ça circule, où du coup il y a de la vie.
et où du coup, pour moi, on parle, la vie orgasmique, c'est quand ça circule. Et du coup, on est dans ce truc-là avec le public, c'est toute cette magie-là qui s'est passée dans ce trou et dans tout le spectacle et dans tout le processus. Donc, ce trou, merci, quoi. Et tu parles de bafouillement, mais c'est parce qu'en fait, il y avait de l'enjeu pour nous d'être sur scène, de délivrer les messages, et c'est ce qui a fait que c'était magnifique. Donc je disais, Emel, pour le processus d'écriture, elle nous a passé des commandes. Donc pour donner des exemples, ça va être par exemple, elle nous a demandé d'écrire les 10 codes de la vie orgasmique. Elle nous a demandé de tracer un peu la ville de Paris comme si c'était un sexe en fait, comme si on traversait Paris comme on traversait un sexe. Et il y a eu plein de choses comme ça qu'Emel nous a demandé. Et notamment, il y a quelque chose qui s'est passé par rapport à Paris. Euh, je vais repréciser ça, tiens. Emel, tu étais au mois de janvier à une journée que j'avais organisée avec les Terres d'Alma Successful et Orgasmique. Et moi, je revenais de Thaïlande à ce moment-là. J'avais juste pris l'avion pour une semaine pour faire l'aller-retour France-Thaïlande. Et en fait, quand j'étais arrivée, j'avais dit Paris est plombé. Il y a une chape de plomb dès qu'on arrive. Donc, c'est-à-dire que énergétiquement, la France était un des pays pour moi les plus puissants que je connaisse. Franchement, incroyable. Mais tout est maintenu. Pouah, non, tu ne te déploieras pas. Non, vous serez appauvri de tout votre être dans ce pays. Donc, il y a vraiment une chape de plomb qui va se libérer là dans les prochaines années. Et donc je disais à ce moment-là, on va libérer Paris. Il y a tous ces moments-là, on va vraiment libérer la France, etc. Il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Et Mel, tu nous as passé des commandes par rapport à Paris. Je me souviens qu'il y a un moment, je crois que c'est Camille qui avait dit, mais en fait, on parle de Paris, mais moi, Paris, j'ai pas vraiment de lien avec Paris. Et on a commencé à parler de l'Égypte parce que Emel, tu savais que j'étais allée en Égypte et que j'avais vécu quelque chose de fort et tu m'as dit écris un texte sur l'Égypte. Donc j'ai écrit le texte sur l'Égypte. Est-ce que tu peux raconter ce qui s'est passé dans ce processus, Emel, d'écriture où tu te dis attends mais il y a ça à aller chercher. Qu'est-ce qui se passe? Bah, la première chose, je me rappelle à notre première discussion, Amandine, où tu me pitches, il y avait la situation qui était sur ce parti politique à la conquête de Paris. Et puis il y avait le mot vie orgasmique. Donc moi, la première chose qui m'est venue, et c'était vraiment ce lien entre Paris, ville de l'amour, et la dimension orgasmique. Il y a quand même un mythe avec Paris qui est la ville de l'amour, quoi, la ville romantique. Et en même temps, donc, donc je sais pas, il y a tout de suite eu quelque chose du parallèle entre Paris et j'avais envie pour mettre en perspective et jouer en fait, parce qu'en fait, tu parlais tout à l'heure, Aurélia, de la dimension artistique. C'est comment on ne colle pas à la réalité, mais on commence à créer des liens et jouer. Et donc là, c'était comment on peut jouer avec Paris et la métaphore, oui, du sexe féminin, de la vulve. Et donc, moi, il y a quelque chose qui m'est venu tout de suite sur cette histoire de Paris, Paris a séché. Et puis, euh, et donc, je savais qu'il y avait quelque chose à tisser avec Paris, quoi, pour créer le lien avec les spectateurs qui étaient là. Et puis, oui, j'ai eu cette chose très fort qui est venue de je n'ai pas envie qu'on reste à Paris. C'est un spectacle et donc c'est un voyage. J'ai envie qu'on voyage. Et je savais que tu avais ce lien à l'Égypte. Et ce qui m'a aussi intéressée dans le processus, c'est comment chacune parle au plus proche d'elle, tout en étant dans une dimension artistique, donc pas collée. Et donc, toi, je savais que tu avais l'Égypte, tu avais Isis, qui était très importante pour toi. Et j'avais envie d'en savoir plus, en fait, que ça soit beaucoup plus. Et donc, je t'ai demandé d'écrire sur l'Égypte. Euh, pour qu'on voyage de Paris en Égypte. Et on a eu ces échanges. Tu as écrit sur l'Égypte. Pareil, on a eu des échanges où je te demandais d'être encore un peu plus précise. Et puis tout d'un coup, tu m'envoies cette information sur qu'il y a un lien entre Paris et l'Égypte via Notre-Dame. On va peut-être pas dire tout là dans ce podcast parce qu'il faut du coup voir le spectacle. Mais du coup, il y a une information via nos dialogues que tu m'as donné qui, moi, m'a fait faire voyager, en fait. Et du coup, il y a eu la résolution, toute une partie de l'histoire du spectacle qui s'est écrite grâce à ça.
Et tu parlais des codes de la vie orgasmique. J'avais demandé que chacune constitue une malle à trésor orgasmique avec des codes. J'avais pas dit 10 codes, hein, des codes de la vie orgasmique. Et il y a quelque chose, voilà, qui s'est aligné entre cette histoire entre Paris et l'Égypte, les codes qui sont devenus des portes, qui ouvrent quelque chose et qui va venir réunir et résoudre quelque chose en lien avec Paris, quoi. Voilà. Je sais Et pas si je suis donc, claire parce que j'essaye si- de pas tout dire. oui, alors en fait, pour toutes les personnes qui écoutent et qui n'ont pas vu le spectacle, faut que vous regardiez le spectacle pour comprendre ce qui se passe, juste pour expliquer, en donnant un petit peu d'informations quand même. Donc il y a le lien Paris-l'Égypte, ok. On parle beaucoup de rallumer sa flamme intérieure dans le spectacle, de la nourrir en fait, et puis de réaliser la vie de nos rêves. Euh, un mois après, non, 2 mois après, il y a les Jeux Olympiques à Paris, qui ont été un événement planétaire, qu'on valide ou non les Jeux Olympiques, c'est un événement planétaire avec un égrégore énorme sur le monde, où la flamme a été répartie un peu partout en France. D'ailleurs, je crois que la flamme était passée à côté de chez toi, Aurélia, avant le spectacle, à côté d'Angoulême. C'est ça, hein? Le jour du spectacle, le jour où j'ai pris le train, la flamme était à Angoulême juste avant. Donc c'est comme si je m'étais sentie prendre la flamme pour l'amener avec nous à Paris. Ouais. Et en fait, je pense que la flamme des Jeux Olympiques, elle est très mal comprise. La flamme des Jeux Olympiques, on est là en mode oui, c'est la paix dans toutes les nations, nanana. Non, c'est le putain de feu sacré qui te permet d'accomplir des exploits extraordinaires dans ce monde, en fait. C'est ton feu intérieur qui fait que tu peux tout réaliser, c'est ça la flamme. Et en fait, la flamme des Jeux Olympiques, quand elle est allumée, ils vont utiliser des écrans avec le soleil pour pouvoir allumer la flamme olympique. Donc c'est vraiment le feu solaire. Il y a un truc énergétique très très puissant qui aujourd'hui on n'y a pas vraiment accès parce que vu qu'on déspiritualise toute la vie, on n'a pas accès à ce qu'il y a dans l'envers du décor. Et en fait, la cérémonie des Jeux Olympiques qui s'est passée 2 mois après le spectacle, en gros, nous dans le spectacle, il y a une traversée, donc vous le découvrirez en regardant le spectacle, il y a une traversée dans Paris, une traversée sensuelle et libérée. Le spectacle des Jeux Olympiques, il y a une traversée dans Paris que je ne vais pas qualifier de sensuelle. En tout cas, il y avait une volonté de libérer la sexualité du peuple, en quelque sorte, on peut dire ça comme ça. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Et il y avait un peu de sang aussi dans les Jeux Olympiques. Mais c'est comme si, moi en tout cas, je me suis dit, il s'est passé un truc de fou avec cette œuvre parce que le soir où on était là, on a senti que c'était pas juste un spectacle, mais que c'était une œuvre de libération karmique mais au-delà de la libération karmique, c'est je place un point d'ancrage sur une autre réalité de ce monde. Et je vais revenir vers toi, Frédéric, pour que tu puisses partager sur la guérison karmique, parce que toi, tu ressens de ce qui s'est passé pendant le spectacle, même si tu nous en as dit un peu plus. Donc, il s'est passé ça. Là, on est sur le point de vue individuel, vu qu'on reproche souvent au développement personnel d'être personnel. Bah non, en fait. De toute façon, c'est jamais personnel, c'est collectif. Quand on transforme le monde. Et en fait, il y a ce qui se passe sur scène avec nous, il y a ce qui se passe avec le public, il y a ce qui se passe dans cette salle et dans le Palais des Glaces qui est, j'en suis sûre, toujours imprégné de nos énergies. C'est sûr. Il y a vraiment cette œuvre comme un temple et comme une messe qui a été créée en fait pendant le spectacle grâce à l'œuvre et tout ce qu'on a mis en place et toute notre empreinte énergétique à chacune, tout ce qu'on est venu déposer en fait. Et à côté de ça, 2 mois après, il y a un spectacle pour le monde entier qui se passe à Paris et pour moi qui vient en gros secouer d'autres énergies qui sont pas les mêmes. Et c'est comme s'il y avait des mondes en fait en parallèle. Il y a l'ancien monde qui se meurt et qui fait des soubresauts. Et puis en fait, il balance de l'excitation au monde. Mais c'est vile. Enfin, c'est pas vile, c'est le néant. Il n'y a rien en substance réellement à l'intérieur. Il n'y a rien qui transforme la qualité cellulaire de chaque être humain. Et à côté de ça, il y a notre spectacle qui reprend les mêmes codes, mais qui vient nourrir profondément la cellule de sa lumière. Voilà. Donc je vous invite encore une fois à regarder le spectacle pour voir. Et en fait, sur cette histoire de l'Égypte, le lien qui s'est fait, en fait, il y a eu une trouvaille qui s'est fait dans le spectacle. Et peu après, Amandine nous envoie un documentaire qui atteste de ce lien. C'est-à-dire qu'il s'est passé dans ce spectacle. Et la petite flamme, par exemple, moi, j'avais écrit sur la petite flamme, sur le début, le prologue. C'était vraiment, c'est ça où, en fait, il y a quelque chose de... Je travaille beaucoup avec le laisser-faire et comment accueillir ce qui nous vient sans le questionner. La petite flamme qui va tout déclencher. Je parle de la petite femme qui va tout déclencher. C'était quelque chose qui est venu et qu'ensuite, moi, j'ai tiré le fil de ça.
parce que ça me... Et en fait, on a tiré le fil de cette histoire de flamme dans le spectacle, qui est devenu quelque chose qu'on a ensuite qu'on recherche, qui est devenu la quête, en fait. Et, euh, et donc, il y a eu ce lien-là qui s'est fait aussi entre l'Égypte et Paris, qui était juste un jeu avec la fiction, un jeu avec l'histoire. Parce que ça me plaît, moi, ça me plaisait de créer ces liens-là et de m'amuser avec cette matière. Et en fait, on se rend compte que c'est réel après coup. Il y a eu cette chose-là qui s'est passée. Euh, et moi, quelques mois plus tard, je crée un spectacle, bref, sur Prométhée, voler le feu sacré. Et j'avais pas conscience au moment où j'écrivais que c'était symboliquement que ça avait une autre dimension que juste cette image. Donc c'est la puissance de l'art aussi qui fait avant de comprendre. Et le mental n'aurait pas pu, si on l'avait pris par le mental, on n'aurait pas pu trouver ça. Donc c'est comment de plus en plus je lâche ce que tu disais aussi, Capucine. Je reçois et je me laisse faire et je chope ce qui m'attire, ce qui m'excite, ce qui me fait vibrer. Et puis plus tard, on comprendra. Voilà. Mm. Et plus tard, on comprendra. Et du coup, Frédéric, est-ce que tu peux nous partager sur la guérison karmique qui a été vécue? Euh, En fait, pour moi, le thème de la mort est hyper présent depuis que je suis petite. C'est vraiment quelque chose qui est lourd parfois, hein, qui n'est pas facile. Et j'ai ce lien avec le monde des défunts, etc. Et en fait, ce processus d'écriture et après le jeu sur scène m'a permis de comprendre que en fait, c'est ma mission de vie, quoi. C'est une de mes missions de vie et que mon message est passé après ce spectacle. L'importance de vivre sa vie pleinement, en conscience, là où on passe son temps, son énergie. Euh, et maintenant que mon message est passé, je dis souvent un peu en rigolant, hein, mais que je pourrais partir en paix parce que ça y est, j'ai accompli cette mission qui était très importante pour moi. Et ce qui a été très healing, guérissant, réparateur, c'est que je comprends enfin maintenant pourquoi j'ai ce lien avec le monde des défunts, pourquoi ils ont été présents, ils m'ont accompagné sur scène. Pour faire passer ce message que putain, on est en vie, quoi. C'est maintenant et les personnes dans la salle qui me sont chères, qui étaient présentes, vivantes, l'ont entendu ce message. Après, sur quel plan, je ne sais pas, mais c'est là où ça a été réparateur aussi dans ma lignée familiale. Merci Frédéric. Moi, ce qui s'est passé pour moi aussi, le spectacle, il a été très réparateur enfin non, destructeur dans ma lignée familiale, mais forcément pour réparer. Et on détruit pour réparer en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant l'écriture du spectacle, moi, je rentre en France et j'ai des conflits familiaux. Et notamment, en gros, est-ce que je le dis ou pas? Oui. En gros, ma mère qui me dit que on a une dispute et elle n'accepte pas que je parle autant de moi publiquement. Parce que je me confie, je parle de ma toxicomanie, je pense qu'il y a un peu une honte en fait de se dire j'ai une fille qui a été toxicomane. Et en même temps, c'est ma vie, quoi. Enfin, donc, je vais pas la cacher. Et en gros, elle me dit une phrase. Elle me dit, personne ne lira ton livre parce que je suis en train d'écrire mon livre en même temps. Et là, il y a le spectacle. Elle viendra pas au spectacle. Mon père n'est pas venu non plus au spectacle. Et en fait, moi, je prends conscience à travers le processus d'écriture du spectacle que j'avais beau avoir bossé 4 ans sur la libération de la reconnaissance par rapport aux parents, avoir libéré et m'être dit ah c'est bon, on a des relations apaisées et tout, enfin tout le tralala qu'on peut se raconter. Et on avait des relations apaisées, mais sur un plan, mais pas sur un autre plan. Et donc j'ai beau m'être dit ça, enfin je suis vraiment dans un truc hyper perturbé où je me rends compte qu'en fait je monte sur scène pour être vue par mes parents. Putain. Et je me dis, je veux qu'ils soient là en fait. Je veux qu'ils voient Amandine. J'aimerais bien qu'un jour mes parents reconnaissent l'être humain que je suis, Amandine. Ça se passera pas, je pense pas dans cette vie-là. Et c'est un cadeau, ça vient apporter d'autres choses. Mais du coup, moi, ça vient beaucoup me chambouler. Et donc, du coup, je suis un peu dans un état colérique au moment du processus d'écriture, en mode, mais franchement, vous me gavez, quoi. Et et il y a toute cette partie qui s'écrit sur le sacrifice, le consentement, et de pour avoir une vie orgasmique, sortir du sacrifice, oser assumer sa vérité, oser assumer qu'on est en point de friction, oser assumer qu'on n'est pas OK, mais vraiment d'assumer sa propre vérité à soi.
Et donc, du coup, le moment où dans le spectacle, je dis non, mais vraiment en mode sacrifice, en fait, je parle à ma mère. Et tous les endroits où je me suis mise dans ma vie dans des postures de sacrifice, la vie me les a envoyés en pleine gueule. Elle m'a dit: ah, Amandine, tu veux montrer que toi, tu te sacrifies pas? Ben, on va aller regarder chaque petit recoin où tu te sacrifies et on va te le renvoyer en pleine face. Et là, je me suis dit, bah, c'est vraiment trop, trop marrant le processus créatif. C'est toujours pareil. Quand on sort des programmes en ligne, ça va venir nous initier sur là où on n'est pas encore à 100% dans le message. Le spectacle, c'est pareil. Là, je suis en train d'écrire mon livre, c'est pareil. Et en fait, il y a une initiation qui se fait au fur et à mesure du temps. Donc, je pense qu'on a tout été chamboulé à plusieurs endroits d'un point de vue personnel et que l'œuvre, en fait, l'univers, c'est comme si on disait à l'univers, OK, moi, je vais porter ce message. Et l'univers, il nous regarde en disant, tu veux porter ce message? Eh ben, je vais t'initier pour que tu puisses l'incarner encore plus. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé avec le spectacle. En tout cas, moi, j'ai bien connecté avec les endroits où je me disais, ah non, je me sacrifie. En fait, là, je suis en train de me cacher. Je suis en train de ne pas reconnaître en fait quelle est ma place. Et il y a eu plein de moments de transformation qui se sont passés. Ah bah, il y a Camille qui arrive. Donc, Camille, pour information, elle était avec sa fille. Donc, elle n'a pas pu être là pendant tout l'enregistrement. Camille, hello you. Donc Camille, qui est le ministère du nouveau féminisme, je t'ajoute, hop. Et Camille, on est en train de parler du spectacle et chacune a déposé un peu ce qu'elle avait vécu. Est-ce que tu peux nous raconter? Toi, est-ce qu'il y a un partage que tu as envie de faire sur le processus d'écriture ou de comédienne? Ok. Bah alors Camille, on te laisse résoudre le micro et puis tu reviendras quand le micro ce sera bon pour toi. Moi, je veux bien partager Aurélia, quelque vas-y. chose, Amandine, sur l'écrin, je veux dire, dans lequel on a été en tant que comédienne pour la création de ce spectacle. Ça a vraiment été très bon. Je pense qu'on a l'habitude de leader un peu nos vies. Alors, on est leader de nos vies, de nos business. Et là, dans ce spectacle, on n'a pas eu à s'occuper ni du leadership artistique, ni du leadership projet. Et en fait, ça a été, euh, comment dire, je pense que ça nous a empuissancés en fait dans notre message, de n'avoir à s'occuper que de ça presque et de se sentir porté. Enfin, pour moi, c'était vraiment tellement bon de ne pas avoir à m'occuper de plein de choses et de savoir qu'on était soutenu. Voilà. Ça a été très fort. Je trouve que ça a vraiment ouais, la place de chacune, la posture de chacune, on s'est laissé modeler en fait pendant le process. Voilà. Eh bien, juste avant de te donner la parole, Camille, par rapport à ce que tu dis là, moi, c'est vraiment un processus que j'ai vécu très fort cet été. C'est-à-dire que plus on sort de la posture du sacrifice, et donc plus on est soutenu et on est dans des contenants où on peut recevoir, plus l'art va se déployer. Et en fait, vu que dans le milieu artistique, la majorité des personnes sont dans le sacrifice, pour donner un exemple concret, je reçois un message hier de quelqu'un qui me dit en fait, tu proposes la projection en ligne, mais tu vends un produit derrière. Et en fait, je me dis, mais il est tellement puant le milieu artistique parce qu'il faut tout que soit gratuit. Ah bah oui, mais c'est gratuit, mais du coup, tu peux pas augmenter ton canal de réception et ton canal créatif et tu peux pas servir le monde en fait. Et il y a un moment, on a besoin d'être soutenu quand on veut être dans tout notre art. Pour moi, les plus grands entrepreneurs visionnaires et ceux qui créent les plus beaux mondes que j'aime dans ce monde, enfin vraiment des choses magnifiques et qui reçoivent et qui canalisent, c'est des personnes qui sont capables d'être dans ce rôle de visionnaire, dans ce rôle de créateur, en étant soutenues par des équipes. Et je pense que ce serait magnifique pour l'art si l'art s'autorisait à être soutenu dans son processus et à se mettre dans des postures de luxe et de je reçois le luxe de la vie et je reçois toute la richesse de ce monde. Camille, Oh. Camille, est-ce que tu veux partager? Oui, avec plaisir. Alors, du coup, c'est partagé sur le processus créatif, c'est ça, le temps d'écriture, et j'entendais pas tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu peux rapprocher ton micro, Camille, quand tu parles? Et ce serait pour partager un moment de toi, ton jeu de comédienne ou d'écriture que tu as vécu pour que tu puisses témoigner. Oui, vous m'entendez correctement là? Ouais. Ok, super. Alors, moi, ce que j'aimerais partager, c'est que pendant ce temps de préparation du spectacle, j'étais fortement sous l'eau. Je bossais 40 heures par semaine, j'étais dans un job plutôt alimentaire, j'avais mon entreprise, ma fille, mon chantier à côté. Et c'est vrai qu'il y avait ce truc de, oh,
j'ai tellement peu d'espace qu'il fallait que ce soit facile, il fallait que ce soit fluide. Et je me rappelle que j'avais pas écrit, et c'est à un moment donné Frédéric qui m'a dit alors, t'en es où ton processus d'écriture? Et là, je me suis dit, oulala, il faut que je m'y mette. Je me suis posée sur la feuille, et pouf, c'est descendu. Et, ça, bon, c'est quelque chose que j'ai l'habitude quand j'écris des posts, par exemple, j'écris pour les réseaux sociaux, tout ça, il y a toujours cette fluidité, cette facilité. Mais c'est vrai que j'avais adoré ce truc de je me connecte au thème et je savais même pas quel était le message que je voulais porter, hein. C'était quelque chose que j'avais un peu du mal à définir. Et c'est comme si voilà, les informations étaient arrivées, étaient données. Après, il y a eu évidemment le retravail avec Emel qui a ouvert euh, une tonalité complètement différente. C'est comme si moi j'avais une gamme de notes qui était ben, voilà, de cinq possibilités. Puis avec Emel, ça arrivait. Allez, on était de suite à 10, à 15, à 20 possibilités. Il y avait bien plus de subtilité en fait dans ne serait-ce que juste l'intonation des phrases et ça changeait, ça apportait une dimension complètement différente au message. Comment ton texte, Camille, t'a transformé? Donc, c'est-à-dire que tu as écrit un texte qui réconcilie les hommes et les femmes. Comment ça t'a transformé dans ta vie? Je pense que déjà c'est venu me toucher parce qu'il y a tellement de moments où je vois que je suis une grosse biatch en fait avec les hommes dans la relation avec Une mon partenaire. grosse pute, elle a voulu dire Camille. Une Ouais, bitch, une, biatch. une, une connasse, ouais, une meuf castratrice, violente, agressive. Il y a tellement de moments où je me vois comme ça avec mon partenaire. Et j'ai vu ce schéma chez beaucoup de couples hein, où la femme critique, la femme râle, la femme détruit d'une certaine manière l'homme. Et de porter ce message, il y a eu un peu un truc de, ok, ça c'est en toi en fait. Cette possibilité-là, alors c'est peut-être ton potentiel réalisé, peut-être que tu y arriveras quand tu auras 80 ans, mais c'est possible. Et après, c'est venu aussi sur mon business en fait, mais là très très récemment, j'ai eu un shift sur mon positionnement et je me suis dit, en réalité, je parle pas de sexualité, je parle pas d'entreprise. En réalité, mon message, c'est être une femme. Mais être une femme dans son plein potentiel, c'est l'ère dorée du féminin. Et ça, c'est arrivé à la suite d'une petite graine que le spectacle a plantée, que le message que j'ai porté pendant le spectacle a planté. Merci Camille. On arrive sur la fin de cet épisode de podcast. Est-ce que l'une de vous a envie de rajouter un dernier mot, sachant qu'on peut faire un tour, mais si vous avez quelque chose à déposer. Ouais, je vais bien parler parce qu'on a beaucoup parlé d'écriture, mais on n'a pas parlé vraiment du jeu de comédienne et je pense que c'est important. On l'a parlé un peu en sous-jacent. Le gros challenge de ce spectacle, ça a été créé en très peu de temps et qu'il n'y avait pas seulement à en tout cas pour ma part, à vous diriger sur un plateau. Donc il y avait et l'écriture et le jeu et que vous arriviez, oui, dans toute votre puissance sur scène. Et donc, une des raisons pour lesquelles, notamment, le spectacle, l'écriture du spectacle est arrivée tard, c'est que, en fait, mon objectif était que vous arriviez puissante et en confiance sur scène. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup écrit pour que il y ait quelque chose qui soit, dont on soit fier et qui, pour moi, fonctionnait de fait en termes d'histoire. Et parallèlement, je continuais à travailler sur le jeu et beaucoup le corps. Le corps, le corps, le corps et encore le corps. Pour que la confiance soit dans les corps et descende dans la matière, pour que les messages descendent dans la matière. Et c'est ça qui m'a troublée aussi dans les retours hier, c'est quand les spectateurs disaient, bah oui, ce qui était fort, c'était oui, il peut y avoir des imperfections, mais on sentait que c'était vibrant et que c'était incarné. Et donc, j'ai travaillé à chaque moment de rencontre sur le corps parce que je savais que je préparais ce moment final. Donc, il y avait tout un travail psychophysique que moi je fais. Et sur se laisser recevoir, ce dont tu parlais aussi Aurélia et Capucine, donner, se laisser recevoir et être dans cet état de présence, créer la confiance. Et je pense que c'est parce qu'on a fait ce travail de descendre dans la matière et d'incarnation, tout en ayant les messages et l'écriture, qu'à un moment, ça a pu s'incarner. Voilà. Je l'explique un peu brièvement, mais
le jeu de comédienne et le travail sur l'instrument de l'acteur a été fondamental pour incarner ça. Et Ouais. pour que vous soyez chacune force de proposition et verticale quand on s'est retrouvés. On a vraiment travaillé ce jeu de comédienne pour être au service de l'œuvre, de ce qui allait sortir d'une œuvre qu'on ne connaissait pas. Et encore une fois, je crois qu'on ne l'a pas redit là maintenant. Nous n'avons jamais fait le spectacle en entier avant d'être sur scène. Donc je pense que vous pouvez saluer ce qui a été fait parce que franchement, c'est complètement dingue. On ne savait pas combien de temps exactement il durait. On a été nous-mêmes découvertes et surprises par chaque histoire en fait qui s'est déroulée devant nous parce qu'on n'avait pas vraiment vu. Moi, juste avant j'ai un petit point à rajouter, c'est qu'on s'est vraiment éclaté en répétition. Et ça, c'est important à le dire. On a beaucoup ri. Enfin, moi, j'ai eu des fous rires où j'étais vraiment obligée, mais des fois, de me mordre les lèvres en me disant non, Amandine, sois sérieuse. Là, c'est la prestation d'une personne. Tu ne peux pas. On a très peu de temps de répète. Tu ne peux pas partir en vrille. Mais des fois, on avait des regards les unes avec les autres. On n'avait qu'une envie, c'était d'exploser de rire. Et c'était vraiment une belle création dans le jeu de se découvrir les unes les autres et d'être là en mode waouh, mais ce qu'elle a écrit, ce qu'elle a fait, qui elle est, comment elle l'incarne sur scène, c'est beau. On est vraiment tombé en amour. Je le dis collectivement parce qu'on l'a tout ressenti, on l'a partagé, mais on est tombé en amour de chaque personne et de chaque personnage parce qu'il y a eu les deux en même temps. Et il y a eu je pense que c'est ça qui a rendu l'œuvre très belle, c'est qu'on regardait ce qui se déroulait devant nos yeux et on était dans un état de surprise et de stupéfaction et de, de, de manière très très positive et d'admiration. Qui veut rajouter quelque chose avant qu'on termine le podcast? Camille? Ouais, j'aimerais juste surenchérir sur ce que tu viens de dire, c'est que sur la dimension artistique, mais aussi la dimension humaine, je trouve il s'est passé quelque chose collectivement qui était très fort. On était toutes plus ou moins proches, on avait déjà passé toutes plus ou moins 6 à 8, 9 mois ensemble, mais, euh, mais là, il s'est passé autre chose. C'est comme s'il y avait des liens qui s'étaient tissés dans un autre espace et la création, en fait, nous dépassait. C'était plus juste nous six. Merci Camille. Qui est-ce qui prend la suite? Capucine, j'ai l'impression que tu t'es avancée. Ouais, j'ai encore, je sens ce que j'ai envie d'exprimer, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que pour moi aussi, ce que tout ce processus a montré, c'est combien l'amour se tisse avec le désamour, la confiance se tisse avec le doute, la puissance se tisse avec l'impuissance, et combien tout ça a... Parce que j'ai envie de le rappeler, parce que là, on parle de la création artistique, de l'art, mais tout ce qu'on dit sur l'art, c'est la vie. Et la vie nous a aussi montré combien tout cet amour infini qui a circulé entre nous, et je me rappelle de ce moment où on se tient, et je crois que je te broie la main à la fin du spectacle, Aurélia, tellement que voilà, c'était toi qui étais à côté. Enfin voilà, il y a vraiment ce moment de sororité où on forme qu'une, enfin il y a quelque chose de très unifié. Et, j'ai envie quand même de dire que dans la vie, on vit ça aussi dans la désunion, dans le désamour, dans ces moments où... et c'est l'histoire aussi du voyage en Égypte, hein, de ce moment où, voilà, c'est un voyage que tu as vécu, Amandine, en vrai, et où il y a eu ce moment de désunion et enfin, il y a beaucoup d'amour entre vous, mais il y a dans la vraie vie aussi tous ces mouvements. Et pour moi, ce spectacle et la vie parlent de ça et j'ai comme mon mot de la fin, il a envie de rajouter ça parce que ça fait partie de la vérité de l'histoire. Et c'est d'ailleurs un de mes messages sur scène, c'est que le chemin vers la vérité d'une vie orgasmique, c'est aussi tous ces mouvements. C'est pas juste l'orgasme, c'est les moments où voilà, où on est dans ces mouvements de la vie et c'est vraiment d'accepter tous ces mouvements. Merci Capucine. Qui est-ce qui rajoute un mot? Moi, je voudrais juste dire qu'il y a clairement un avant et un après de cette expérience. Pour moi, personnellement, je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais jamais montée sur scène et je découvre que la scène, c'est tellement courageux de monter sur scène. C'est un espace d'expression pour son âme. Enfin, surtout quand on crée un spectacle de cette façon. Et quel cadeau.
Donc, merci à vous toutes encore d'avoir permis ça. Merci Frédéric. Aurélia, tu veux rajouter un mot? Euh, j'ai beaucoup aimé ce que tu as partagé, Capucine, effectivement, sur tout ce que c'est qu'une vie orgasmique qui englobe tellement plus que juste les moments de joie, de plaisir. Et voilà, c'est tellement plus que tout ça. Euh, et ce que j'ai vraiment aimé dans tout ce process, c'est de me ramener régulièrement au présent à chaque fois. C'est-à-dire que quand on était dans l'écriture ou quand on... j'avais mon journal et tous les jours je notais vraiment ce que j'avais envie d'incarner, comment j'avais envie de vivre, le process de création, le spectacle. Et tous les jours je rendais ça vivant. On a parlé d'incarnation aussi tout à l'heure. Euh, il y a que ça finalement. Plus on va s'incarner, plus je suis dans le corps, plus je m'incarne, plus le message s'incarne, plus la puissance et l'impuissance s'incarnent. Voilà, c'est vraiment là, quoi. Et j'ai vraiment aimé vivre tout ce chemin avec vous, avec l'harmonie et la disharmonie qui a été vécue, hein, parce qu'on a parlé que des moments. Non, on n'a pas parlé que des moments cool, mais on a aussi vécu des moments un peu plus inconfortables voilà, dans les réunions qu'on a faites ou dans les messages. Enfin voilà, ça a été vraiment une initiation, comme tu disais, Amandine aussi. Euh, et moi, je reviens vraiment à cette histoire de présence. On parle de la présence sur scène, mais c'était la présence à chaque instant, la présence dans les répétitions, la présence dans l'écriture, la présence dans le travail de jeu, la présence là maintenant, la présence à chaque instant, en fait. Et voilà, je pense que c'est aussi ça qui était important pour moi à partager et qu'on a partagé collectivement, de pouvoir être présente chacune et ensemble. Mm. Merci Aurélia. Et toi, Emel, est-ce que tu veux rajouter un mot pour la fin? Bah, moi, c'est exactement ça. Donc, ça va rebondir sur cette histoire de tout mon travail, c'est sur comment j'embrasse tous les mouvements de la vie, quels qu'ils soient, même la contraction. Et si je suis avec la contraction et que j'accepte l'endroit où je suis, ça devient, c'est vivant en fait, c'est orgasmique. On n'est pas là pour aimer que le positif et qu'est-ce qui marche. Et en fait, bah voilà, pour moi, c'est comment j'embrasse le présent à chaque moment qui fait que tout s'ouvre et la magie peut exister. Je perds mes mots parce que je voulais dire quelque chose et je sais plus. Sur cette histoire de, oui, c'est ça. Souvent, dans la création artistique, on veut quelque chose. Ou même, il faut pleurer à ce moment-là, il faut être machin, il faut là que je sois comme ça. Et en fait, moi, j'ai tout déconstruit ça. Parce que ça crée de la tension. Et je pense que dans la vie, on peut faire ça aussi par rapport à nos objectifs. Ça crée de la frustration. Et c'est plus j'accepte que ce qui est là maintenant euh, est ce qu'il faut, ben plus tout s'ouvre et tout et cet état d'improvisation permanente et de magie peut exister. Et c'est un tout autre processus, c'est tout déconstruire. C'est plutôt que vouloir, c'est j'accepte ce qui se passe, j'accepte ce qui se passe, et c'est ça qui me meut. Voilà, et c'est pareil, c'est recevoir plutôt que juste je fais, c'est je reçois et donc je peux donner. Et moi, c'est toute cette déconstruction que j'ai faite et qui mène à ce que vous parlez de vie orgasmique. Et évidemment, j'adore cette histoire, c'est pas que de l'art, c'est de la vie. Et moi, j'aime cette idée qu'on rebranche l'art sur la vie. On a perdu ça. L'art est devenu un truc séparé de la vie. Mais non, en fait, l'art, c'est la vie. C'est juste ressentir la démesure de la vie ou être à la mesure de la vie. La vie est très, très intense, très puissante. C'est pas plus l'art. C'est juste ressentir cette intensité réelle. Voilà. Merci Emel, merci à toutes. On arrête là l'épisode, mais vous l'avez bien compris, si vous n'avez pas vu le spectacle,
bah, vous pouvez pas ne pas le voir. C'est pas possible en fait. C'est indispensable. Donc vous avez le lien en descriptif. Vous avez aussi 2 épisodes de podcast qui ont été faits, un avec Emel sur la partie direction artistique, mise en scène, et un autre avec moi sur la partie gestion de projet d'un spectacle. Donc vous pouvez aller écouter. Vous pouvez aussi retrouver, vous allez voir un lien en description. Il y a une tempête à côté, j'espère que vous n'entendez pas trop. Vous allez pouvoir retrouver un lien en description, tout le parcours des comédiennes et puis de toute l'équipe du spectacle. Sachant que je l'ai dit au tout début, c'est pas, on n'est pas juste monté sur scène pour incarner des personnages, c'est notre vie en fait, c'est qui on est. Et donc forcément, qui on est, c'est ce qu'on propose et on propose des accompagnements. Donc si vous avez envie de cheminer depuis ces espaces, profitez-en parce qu'on est là et vous avez pu découvrir des personnages sur scène, mais derrière, clairement, il y a l'humain, on va pas se mentir. Et donc du coup, ça vous permet de voir à qui vous avez envie de vous connecter, est-ce que vous avez envie de découvrir. Faites ce rôle de recherche, de détective, allez vous nourrir de ce qui est présent. Voilà, vous retrouvez tous les liens en description. J'ai envie de vous dire, ce podcast n'est pas là juste pour écouter ce podcast, il est là pour vous rentrier dans l'univers du spectacle Vie Orgasmique. Donc il y a d'autres épisodes de podcast, il y a le spectacle et il y a nos parcours. Profitez-en pour prendre un temps et pour recevoir. Emel, elle a dit à la toute fin qu'il y avait notre qualité à recevoir. Donc quand vous allez regarder le spectacle, c'est vraiment, je me mets dans un espace de réception pour ensuite pouvoir rendre au monde. Et c'est ce qui s'est passé avec les témoignages qu'il y a eu des personnes qui ont vu la projection, qui ont dit qu'elles avaient beaucoup reçu et que du coup elles avaient envie de se mettre en mouvement vers ce monde et elles avaient envie aussi de créer. Donc vous pouvez vous en servir pour activer votre feu sacré. Merci à tous pour l'écoute de ce podcast. Faites-nous des retours, on adore avoir des retours, donc profitez-en. Et on vous embrasse très très fort. Merci à vous pour votre soutien, d'être avec nous dans l'aventure, c'est trop beau. Et diffusez ce spectacle au plus grand nombre. Un spectacle, il a besoin d'être vu pour être vivant. Il y a des spectacles de très grande qualité qui sont très peu vus. Il y a des spectacles de qualité médiocre qui sont beaucoup vus. Et ben vous allez faire en sorte qu'un spectacle d'une qualité sublime soit vu par le plus grand nombre. Et donc merci à vous, on a besoin de vous. Je vous embrasse, on vous embrasse. À bientôt. Ciao!